moi de la poubelle. C'est Mûckle. Je revois son regard face au regard des siens. Quand elle a su asseoir les mots qui... Et le centre culturel de m'avoir écrit ici aujourd'hui, et surtout les organisateurs. Je voudrais reconnaître aussi qu'il y a peut-être, presque certainement, des personnes ici qui sont les descendants soit d'un compétent, soit d'un témoin, soit d'un survivant, soit de l'un des morts de la guerre de 17. Et donc c'est un grand privilège pour moi de pouvoir parler ici devant les personnes, devant la communauté qui est directement concernée par ces événements et par cette histoire sur laquelle j'ai passé beaucoup d'années à travailler. La guerre a duré une année. Mes recherches datent de 17-18 ans déjà. Donc, tu vois, c'est un grand événement. Donc, il faut dire aussi que la guerre de 1917 n'est pas du tout inconnue ici. Même si vous êtes touriste ou d'installation récente dans ce pays, si vous avez voyagé entre Toué et Yengen, vous aurez vu le socle du monument érigé à Tiwandé en 1919 qui commémore la mort de 5 colons et de 2 soldats dans l'insurrection Kanak. Sur le Koohné Tiwaka, vous aurez remarqué à Pointe-Chin sans doute le monument érigé en 1993 en mémoire des Kanak dispersés par toutes les guerres dans la région, y compris la guerre de 17. À la différence du monument des colons à Tiwandé, le monument à Pointe-Chin renvoie non pas aux victimes, mais aux survivants et à l'éparpillement des familles sur plusieurs générations à la suite de plusieurs guerres. Et si vous avez aventuré dans la tribu de Konyembo et de Tiamu tout à l'heure, vous aurez sans doute vu le monument érigé en 2009 qui commémore les événements qui ont bouleversé la région en 17. Et en particulier, la défiance de 2 frères, Noël et Wai, devant les autorités coloniales. Donc, même si vous ne connaissez pas la région, peut-être vous aurez appris de la guerre par les médias, ou les expositions, ou les écrits, par exemple de Sylvette Boyer, de Jacques Vasseur, Alain Sossot, Jean Guillard, Maurice Lénat, Elbon Bensard, Yvan Cachoué, Gormudon, ou d'autres personnes. Vous aurez peut-être lu les souvenirs du géomètre Retzel, ou même les sanglots de l'aigle pêcheur, ou vous aurez peut-être vu le film d'Alan Noble. Même dans le cas échelon, vous connaissez peut-être l'un des épisodes célèbres. Noël et Wai dansant devant les soldats en les moquant et en les montrant leurs fesses et génitales. La mort du couple Bressin à Wayava, le rôle du missionnaire Lénat, la mort du chef Noël, la déclaration faite au procès en 1919 par la femme du chef Kafayat de Wenkut, dénonçant le chef de Yengen. Peut-être la mort de la grand-mère de Jean-Marie Chibao, évoquée à plusieurs reprises dans ses discours. Vous saurez certainement que cette guerre et ses épisodes sont connus par plusieurs noms. Il y a les événements de 17, la révolte ou la rébellion de 17, la guerre Kanak, les guerres à Koohné, à Tipinjay et à Yengen. Il y a l'affaire de Tiamu, l'affaire de Yengen, le massacre des Gressins, le soulèvement sanglant Kanak selon un colon. Vous saurez qu'il y a des noms que l'on n'utilise pas ou rarement. La répression sanglante coloniale, la guerre calédonienne ou française de 17, le soulèvement, l'assaut sur Pamelé, la prise du rocher Arte ou le massacre de Tovin. Bref, tout ça pour dire qu'en Calédonie, cette guerre n'est pas inconnue et certainement pas en 2017. Mais je pense qu'elle pourrait être mieux connue et qu'il y a encore un travail à faire pour la faire connaître et la comprendre.
Et c'est dans ce cadre que j'avais voulu dire un peu plus sur comment la guerre s'est déroulée et les causes de la guerre pour le remettre dans son contexte politique. D'abord, qui sont les participants dans la guerre? Du côté colonial, il y a les administrateurs coloniaux, officiers militaires et géomètres qui ont joué tous un rôle dans la guerre. Les principales personnalités sont le gouverneur par intérim, Jules Repiquet, le commandant militaire, Bernard Durand, le chef du service des affaires indigènes, Alfred Fourcade, et Nicolas Retzel, géomètre et chef du service topographique. Les forces à leur service réunissaient les citoyens français récemment mobilisés, ainsi que les tirailleurs Kanak et tahitiens récemment recrutés au début de l'année 1917. Il y avait aussi les soldats promissionnaires de retour de la guerre en Europe. Aussi, il y avait une quarantaine, une cinquantaine peut-être de colons qui ont répondu à un appel pour des volontaires à cheval. Parmi eux se trouvent peut-être des gens qui sont moins connus, Henri Salomon, Raoul Douillère, Joseph de Belma, tous de Pointe-du-Mier, les éleveurs Paul Barada et Jean Badet, Méraud, un condamné en cours de peine, le libéré Rocco Lepresti, un pêcheur à Koohné, et Tran Pan Lai, un reliqué indochinois. Il y a aussi des volontaires Kanak qui sont composés d'une part des individus originaires des tribus de Koohné, de Vaud et de Tipingé, qualifiés de partisans par les officiels, et d'autre part les auxiliaires, recrutés plus officiellement dans les régions géographiques plus éloignées du théâtre des opérations, à Pointe-du-Mier, à Pénérouen, à Wailu, à Canala et Bourail. Donc, voici les catégories coloniales qui sont essentielles pour comprendre comment la répression est organisée et aussi comment les archives et leur silence ont été constitués. Les archives concernant les auxiliaires sont très denses et détaillées. Les archives concernant l'armée sont moins denses et celles concernant les volontaires à cheval et les partisans sont presque inexistantes. Donc, voilà d'un côté. L'autre côté, nous avons un problème. Pour présenter les adversaires Kanak, nous avons un problème de langage. Et ce problème a été bien exprimé par un nata Kanak protestant lors d'une conférence protestante en 1918. Il a dit qu'on n'a que des mots de blancs, rebelles et sauvages pour parler des gens qui se sont battus contre les soldats. Et à ces mots-là, il faut ajouter d'autres termes comme tribu, chef et les prénoms très simplifiés qu'on utilise dans les archives pour identifier les Kanaks à l'époque. Et donc, ça, c'est un grand problème. Le problème, c'est que ces termes cachent d'autres réalités sociologiques. Les chefferies, les familles, les clans, les hiérarchies, les schémas de l'alliance. Je pourrais vous donner les noms des tribus dites rebelles ou loyales, mais ces espaces géographiques et ces noms ne sont pas indicateurs pour dire le comportement d'une famille, un clan ou un lignage. D'ailleurs, en 1917, pas mal de personnes n'habitaient pas encore dans les limites des tribus officielles. Dans chaque théâtre de la guerre, à Koohné, Tipingé et Yingin, divers individus ont pris une importance particulière. Aux yeux des autorités, Noël de Tiamu, son frère Wai et Pwandi Apengu de Netchat sont les trois guerriers les plus connus de la région de Koohné. Mais parmi les vieux, généralement considérés comme à l'origine de la mobilisation des guerriers, on trouvait Ataya, le sergent de Pamalé, Tiu Unin de Netchat et le Jao ou le Devin de Tiwaka, Maurice Paitu. Quand la guerre s'est déplacée vers le Tipingé, d'autres individus ont fait leur apparition sur le devant de la scène. Point Mwangu de Naumendu, Kapayat et Kamboa de Wenkut. Et dans la phase finale de la guerre, d'autres personnages émergent. Ti de Poipai, Mandiat de Tiendanit et le chef Gawa de Tendo, et à la fin, le chef de Yingin lui-même.
Dans l'espace et le temps, la guerre elle-même est assez simple. Elle s'est déplacée de la côte ouest d'ici vers la côte est, de Koohné à Tipingé, de Tipingé vers Yingin. La guerre, c'est bien connu, est déclarée ouvertement à Tiamu le 28 avril 17 par le chef du service des affaires indigènes, Alfred Fourcade, contre le petit chef de Tiamu, Noël. Et le Fourcade dit, c'est ses propres mots, puisque Noël veut la guerre, eh bien, il l'aura. Le contexte, c'est un souricière tendu par Fourcade à Noël lors d'une cérémonie, une pilule, pour réconcilier Noël avec le chef de Konyembo et apaiser un conflit qui avait émergé pendant le recrutement de tirailleurs. En bref, Noël est averti du souricier, probablement par son voisin, un arabe, et sur le refus de Noël de se présenter, Fourcade ordonne l'arrestation des danseurs venus de l'intérieur en otage. Et à ce moment, la guerre est déclenchée. Ça, c'est fin avril. En mai et juin, la guerre se développe dans la région de Koohné et Twambut. Les actions principales menées par les rebelles sont des raids sur les stations isolées. L'attaque sur le mine Kopeto le 23 mai et l'attaque sur la tribu de Noélie le 30 mai. Le gérant d'une station dans la vallée de Congo est tué et aussi 4 colons dans la forêt plate. Pour leur part, les détachements militaires, aidés par les partisans Kanak de la région de Koohné et les colons volontaires, ont organisé plusieurs expéditions. Contre Poinaki le 6 mai, Pana le 8-9 mai, Pamoa le 12-13 mai, Atayu le 21 et 22 mai, Nitchout le 1er juin, la vallée de Pana le 10 juin, Pauta le 20 juin. Et c'est surtout les habitants de ces tribus, de Goetapana, de Paula, de Nitchout, de Pauta, qui sont supposés d'être les rebelles à ce moment-là. En mi-juin, la guerre est arrivée dans la Tipingé. D'abord, elle est arrivée sur la parole, avec la rumeur et les avertissements. Puis, c'est les attaques sur les propriétés déjà abandonnées. Le matin du 9 juin, la station Gros, gérée par Émile Guillemard, et l'habitation du géomètre Beunier ont été pillées, dévastées et brûlées, et tous les animaux détruits. C'est la femme Kanak de Guillemard qui est allée avertir les colons de Weyava. Le 11 juin, le colon Henri Gressin câble le gouverneur pour demander mesures urgentes et efficaces pour garantir vie, colons et familles cette région. Selon Gressin, un poste de 20 soldats est indispensable vers les Tipingé et Weyava. Le 16 juin, Gressin, sa femme et un travailleur javanais et le voisin Pépin sont tués par une petite bande de guerriers et la panique règne sur la côte est. Les colons libres sont en choc, mais la guerre continue. Dans la dernière semaine de juin, une tentative militaire de se prendre un campement à Pamalé, la refuge supposé des rebelles, et un débâcle dans lequel les limites des troupes des militaires sont exposées. Le 8 juillet, les rebelles tentent sans succès d'attaquer un poste militaire sur la station La Borderie dans le Tipingé. Le lendemain, le riposte militaire est tombé sur Wenkut, où de 5 à 15 Kanak de personnes sont tuées. Sur le retour, un tirailleur tahitien est tué point et un marin est blessé à mort. Ce sont les seuls soldats de mourir dans la guerre. À partir du 14 juillet, les actions principales de la répression sont conduites par les auxiliaires. 2 expéditions ont eu lieu. La première, du 14 juillet au 11 août, a pris pour schéma les vallées d'Amois, Koohné, Pamalé et Tipingé. Ces accomplissements sont la destruction de plus de 170 habitations, le jardin et le système d'irrigation, la capture de 8 femmes et enfants et la mort de 23 hommes et femmes. Entre juillet et novembre, plus de 300 personnes des tribus rebelles se sont rendues dans les tribus neutres sur la côte est, à Tiwaka, Amois, Thié, Poi et Tiendenit. Mais les meneurs supposés, Noël, Kafiat et Pointe-Mangu, ne sont pas de leur nombre, et pendant que les pourparlers sont entamés, la guerre continue. Le 9 septembre, le poste militaire sur la station Martine à Poipai est attaqué, et aussi les stations de Lecomte et Loquet. Ce sont les dernières actions coordonnées par les rebelles dans la guerre. En octobre, il y avait un deuxième appel aux auxiliaires de Wailu, de Buraï. Les géomètres en charge
ne prennent que ceux qui avaient donné les meilleurs résultats en juillet-août. Les dernières opérations débutent en décembre quand les auxiliaires et les soldats, surtout les commissionnaires de retour en octobre, commencent la poursuite des rebelles qui avaient cherché leur refuge dans la vallée de Yingen, aux alentours de Tiendenit et de Tendo. Jusqu'à ce point, on avait accepté que les habitants de Yingen ne faisaient pas partie de la guerre. Mais sur l'évidence que plusieurs rebelles avaient trouvé leur refuge dans la vallée de Yingen, on avait demandé que toute la population de l'intérieur de la vallée descende jusqu'au bord de mer. La plupart l'ont fait, mais Tendo ni les habitants de Tiendenit. À ce moment, le grand chef Douy Boirat s'est mis d'accord avec l'administration pour placer ses pavillons sur les limites de son territoire avec celui du chef de Tendo. Désormais, ceux qui restent dans la haute Yingen sont considérés être rebelles. Le 16 décembre, 16 personnes sont abattues près de Tendo et davantage encore ont trouvé la mort la semaine suivante en fuyant vers Koohné. Cette opération se transforme en une traque d'une quinzaine de jours à travers une forêt dense et sous une pluie battante. Après un couvre-feu, encore 100 personnes se sont rendues à Yingen vers la fin de décembre. Le 10 janvier, ici, près de Koohné, Noël s'est tué, décapité près de Tiamu, par le libéré Mohamed Ben Ahmed. Le 11 janvier, sa femme est capturée et son frère, Poindy, est tué. Une semaine plus tard, Point Mangu de Naumendiu se rend à Bopop. Ti de Puepai et Wai, le frère de Noël, sont livrés par les partisans de Koohné. Le corps du chef de Wenkut Kafayat sera retrouvé plus tard dans la vallée de Wayem. En mars 1918, plus de 250 personnes se trouvent emprisonnées à Nouméa. Donc ça c'est la guerre. Mais pourquoi la Calédonie était-elle en guerre en 1917? Ces événements doivent nous donner cause à réfléchir. La question sur les causes est facile à poser, mais identifier les causes d'une guerre n'est jamais chose simple. Pas pour moi, en tout cas. D'abord, je voudrais passer en revue les avis des Calédoniens de l'époque. Qu'est-ce qu'on pensait ici sur les causes en 1918? Pour l'administration, les causes étaient de deux ordres. Il y avait les causes profondes et les causes occasionnelles. Il y avait d'abord les causes dites anciennes ou profondes, l'antagonisme des races et les rapports entre l'envahisseur et les premiers occupants. Pour Fourcade, il avait dit les indigènes sont noirs et nous sommes blancs. Ils sont les premiers occupants et nous sommes venus nous installer chez eux. C'est l'idéologie de la race et la colonisation. Parmi les causes dites occasionnelles, le gouverneur répliqué signale rivalité entre groupements indigènes, propos inconsidérés tenus par les petits chefs de Konyembo et ses gens à l'occasion de la levée des tirailleurs volontaires, négligence et maladresse du syndic de la circonscription. Il parle même du réveil du nationalisme Kanak. Mais répliqué en tant que gouverneur insiste que les rebelles ont voulu une fois de plus le joug de l'envahisseur, s'en prenant moins à l'administration, qu'ils savent bienveillante, c'est son avis, qu'aux colons. Ils voient en lui l'ennemi. Et donc, il faut insister sur le pouvoir de cette idée de l'administration. L'administration voulait dire que la guerre était inévitable, ou au moins que ses propres actions et sa propre politique indigène n'étaient pas en question. Ce genre d'explication n'est pas tout à fait convaincant pour l'inspecteur des colonies, Pégorier, qui est envoyé faire une enquête en 18 et 19. Il dit que l'antagonisme est plus ou moins aigu et ses manifestations ne sont pas forcément armées. C'est au pouvoir public qu'il appartient de prendre des mesures en temps utile pour éviter des excès douloureux suivis de répression impitoyable. En bref, il fallait que l'administration aurait dû faire plus pour la population indigène. Évidemment, les colons ne partagent pas le point de vue de l'administration. Ici, Auguste Henriot, 43 ans de Baco, dans sa déclaration aux autorités, a protesté contre, et j'utilise ces mots, la tendance à mettre sur le compte des colons les causes de la guerre.
Il dit « Je ne puis affirmer qu'il n'y ait point de colons ou d'éléments trop business, qu'il n'y ait point de conseillers égoïstes dont leur rapport ait pu mal être interprété par les Kanak, mais j'affirme que le mécontentement Kanak ne provient pas des colons. C'est le maréchal des logis de gendarmerie, M. Legrand à Koohné, qui a fait plus de mal que 10 mauvais colons. Le système de police indigène a mécontenté les Kanak. Les colons, en tout cas, n'ont pas mené la répression. Ils n'étaient pas à Tiamu, à Poinaki ou à Netchout. Nous ne sommes pas responsables des négociations qui ont abouti à l'éclosion d'une révolte fomentée depuis longtemps. Les colons ne sont pas davantage responsables du mécontentement Kanak qui reculaient comme un plaisir dans les montagnes ne sont en rapport avec les Blancs que lorsque forcément l'une des parties doit être mécontente, c'est-à-dire pour le travail. Donc, comme Henriot, pas mal de colons sont de l'avis que l'administration avait manqué de la fermeté. Mais il y avait d'autres points de vue aussi. Pour le père Chaboisier, un des prêtres catholiques ici à Koohné, c'était simplement que les Kanak voulaient le respect et la justice. Pour Roger Gressin, le fils du couple tué à Wayava, les causes principales étaient le bétail et le recrutement par force des tirailleurs. Selon le stockman Guichard, si l'on n'avait pas arrêté les 17 indigènes à Tiamu, il ne serait rien arrivé. Il faut dire aussi que quelques témoins au procès ont insisté sur la possibilité d'un complot européen. Le gendarme Rubot de Pointe-But a déclaré au procès en 1919 que les événements qui avaient conduit à la guerre auraient été provoqués pour maintenir les mobilisés dans la colonie. À son avis, certains colons avaient répandu des propos alarmants et cherché à créer un conflit. Et en effet, en avril 17, une enquête militaire avait établi qu'un colon mobilisé avait dit « C'est bien ennuyant d'être mobilisé et je donnerai bien 100 francs pour les Kanak descendre de la montagne, nous empêchant de partir. » Impossible à dire si il ou un autre a mis l'idée en action, mais il est à noter que cet avis a peu duré. D'après l'archevêque Chanrion en 1928, 10 ans après, il dit « Il est assez connu à Koohné que des rebelles de la rivière avaient été payés par un Européen notable pour qu'il fasse la guerre, ce qui devait lui éviter d'être mobilisé et peut-être envoyé en France. » Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il parle de M. Kojol, chez qui nous sommes aujourd'hui. Plusieurs témoins ont insisté sur les actions des Kanak et la possibilité d'un complot organisé et inspiré par le grand chef de Yingin. Pour le colon Édouard Lecomte, la cause de la guerre est un ordre donné par le chef de Yingin. Il dit « Déjà en 1915, le grand chef de Yingin Dewey aurait dit au petit chef T de se révolter contre les Blancs, et lorsque l'administration fit procéder au recrutement des tirailleurs, les chefs et les vieux disaient « Nous ne voulons pas donner de Kanak ». À la fin du procès, les déclarations faites par les hommes de Tiendenit, notamment Mandia et Kalen, et par Kito, la femme du chef Kafayat, pointent aussi vers le grand chef Dewey de Yingin. Selon Kalen, ce chef avait donné cet ordre pour venger son arrestation et celui de son oncle, le grand chef précédent, en 1897. Selon Mandia, Dewey et Kafayat avaient conspiré contre le chef de Wanash. Dewey avait fait passer l'ordre à Kafayat par l'intermédiaire de Mandia de Tiendenit. La dernière dénonciation par une des femmes de Kafayat est la plus fameuse. Elle a éclipsé toutes les autres explications dans l'imaginaire. Et je dirais jusqu'à aujourd'hui. Donc il sera évident que ces explications n'étaient peut-être plus sur les luttes politiques locales que sur la guerre elle-même ou les conditions dans lesquelles elle a éclaté et déroulé. Mais ces enjeux, ces luttes font partie intégrale de la guerre et sa suite. Nous voyons les efforts d'exonérer certains individus et groupes et les efforts de détourner la blâme. Il y avait un conflit aigu entre administration et colons, et comme évoqué par Adrian ce matin, il y avait aussi un conflit entre les chefferies dites administratives et les gens à l'intérieur des clans. Donc chacun de ces avis a son élément de vérité.
Mais celui qui est le plus parlant pour moi est celui du Nata Teyan Bai, dans son Histoire de la guerre, traduit du Paichi en français. Teyan Bai, il était ici à Noël, avant la guerre. Il dit à propos de femmes, tirailleurs, boissons, pilule, capitation, plisse. Lorsqu'ils, les rebelles, prennent les noms des gens, ils mélangent les blancs et les noirs. Ils sont furieux de cela. Nous sommes des noirs, nous ne voulons pas aider les blancs, ni ces gens-là. Alors les bruits de guerre augmentent, disons, il faut qu'il y ait des gens qui aillent en France pour s'y battre. Alors les gens refusent, se durcissent, sont furieux contre le chef, la police et les blancs aussi. Nous ne savons pas très bien le début, mais cela s'est passé à Koohné et à Chiamu. Et donc cette traduction en français est rudimentaire, mais ce que Teyan Bai nous montre est qu'il y avait une résistance à la fois à la colonisation et à l'administration coloniale, ainsi qu'à ses pratiques. Et cette résistance s'est superposée ou s'est entremêlée aux divisions et rivalités locales exacerbées par la colonisation. En bref, il nous aide à voir que la guerre ne fut pas essentiellement une révolte sauvage, ni un choc inévitable entre les races. Elle avait un contexte régional et humain. Les événements sont plus intelligibles si on les met en relation avec les antagonismes locaux, les alliances, les migrations, la répression coloniale, la colonisation et la politique indigène, y compris le recrutement des tirailleurs pour la Grande Guerre. Donc, mais évidemment, la guerre n'était pas limitée à Koohné. Pourquoi? Peut-être simplement parce que les mêmes dynamiques, conflits, greffes existaient ailleurs. Mais l'extension de la guerre vers la Tipinjay et vers Yengen, excusez-moi, s'explique aussi par les réseaux d'alliances et le contexte régional. Un des thèmes centraux de l'histoire de la région est l'aptitude des sociétés Kanak à transcender leurs divisions linguistiques et politiques. La fragmentation apparente des sociétés Kanak était transcendée par des réseaux complexes d'obligations, d'inimitié et d'alliances mutuelles. Dans ce cas, le cadre régional se voit dans le refus de fournir des volontaires en 1916 et 1917. Il n'y a aucune question que depuis 1915, plusieurs chefferies dans cette région avaient décidé en concert de ne pas donner de travailleurs ou éventuellement de volontaires à l'administration. Et même à l'époque, tous les indices sont que l'origine de ce mot d'ordre était à Yengen. En 1915, cette résistance était bien évidente au père Murat, le prêtre à Yengen, le missionnaire. Il dit, Boirat avait défendu, il dit en 1915, Boirat avait défendu ses hommes de prendre parti soit pour les Français, soit pour les Allemands. Cette parole fut appuyée de sorcellerie. Quand il dit sorcellerie, il veut dire la coutume. Boirat étant mort en 15, sa parole fut plus forte que jamais. De là, le premier échec lors du contingent indigène en 1916. Les coutumes furent faites à Kut, à Werrap, à Webia, Tipinjay, Tendo. Et en mars-avril 17, c'est cette résistance, en combinaison avec les menaces violentes exercées par les autorités, qui a mené au déclenchement de la guerre à Chiamu. Voilà, je vais terminer là. Je pense, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé et j'ai perdu ma conclusion. Mais je voulais dire en terminant que donc, voici une partie de l'histoire. C'est une grande histoire. Il y a beaucoup plus de choses qu'on pourrait... On peut dire beaucoup plus sur la guerre, comment elle s'est déroulée. Mais je veux, pour se terminer, dire aussi qu'il reste pas mal de recherches à faire. Et pour moi, personnellement, mon grand espoir, c'est de voir un jour un historien de la région de Koohné prendre le relais pour redire l'histoire de D7 en utilisant les sources et les archives que moi je n'ai pas pu exploiter, donner mes limites
moi je parle un peu français, mais pas du tout le Paichi, le Chimuki ou les autres langues dans la région. Donc, je vais terminer là. Et les questions sont les bienvenues. Alors, merci beaucoup, Monsieur Mûckle. Est-ce qu'il y en a...